Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole, en question principale, au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La CAQ ne s'occupe pas de notre monde et on le voit à toutes les semaines, à tous les jours en santé. La CAQ a abandonné dans les urgences sur les listes d'attente en chirurgie les Québécoises et Québécois. Les belles promesses en santé, toutes se sont vues ne pas être réalisées, n'ont pas été réalisées. Ce qui nous fait nous poser la question, que vaut la parole du premier ministre? Il est dans sa 7e année et les soins en santé se sont détériorés de façon marquée avec la CAQ. Rappelez-vous, ce même premier ministre qui, le 24 avril dernier, disait, je le cite, « On a décidé de ne pas faire de coupure dans les services en santé et en éducation. » Fin de la citation. Le mandat de Santé Québec, puis Mme Biron le dit sur toutes les tribunes, le mandat, c'est d'aller couper 1 milliard de dollars dans la santé, Madame la Présidente. Elle disait le 13 novembre dernier, je la cite, « Il faut que le réseau contribue à réduire le déficit de l'État pour qu'il ne s'accentue pas davantage. » Fin de la citation. Elle est en contradiction avec ce que le premier ministre nous avait affirmé le 24 avril dernier. « Je ne toucherai pas à la santé. Son mandat premier, c'est d'aller chercher 1 milliard. » Ce qui fait en sorte que dans le CIUS de Laval, on a suspendu l'affichage de 570 postes. Et le communiqué dit, dans le cadre de retour à l'équilibre budgétaire et du gel de recrutement décrété par le gouvernement. Alors, ma question au premier ministre, toute simple, Madame la Présidente, que vaut sa parole quand aujourd'hui il se contredit? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, depuis que la CAQ est au gouvernement, on a augmenté le budget de la santé de plus de 50 %. Donc, on a eu des augmentations importantes à chaque année, incluant cette année, l'année 24-25. Mon collègue, le ministre des Finances, va déposer dans 2 jours, jeudi, une mise à jour du budget 24-25. Et je peux déjà dire au chef de l'opposition officielle qu'il n'y a aucune réduction de budget dans les dépenses, incluant les dépenses en santé. Maintenant, Madame la Présidente, c'est vrai, c'était comme ça aussi dans le temps du Parti libéral, les CIS, les CIUS ont beaucoup de pression, augmentent parfois leur budget plus que ce qu'on leur a accordé, Et, Madame la Présidente, je pense qu'une de nos responsabilités, c'est de respecter le budget, c'est de bien gérer l'argent qui nous est confié par les Québécois. Donc, il n'y a aucun changement dans le budget de la santé pour l'année 24-25, mais c'est important que le réseau respecte ses budgets. Première complémentaire. On l'a tout entendu. Comment peut-il réconcilier ce qu'il vient de nous affirmer avec ce que Mme Biron, PDG de Santé Québec, affirme sur toutes les tribunes? Je la cite le 13 novembre. « Il faut que le réseau contribue à réduire le déficit de l'État pour qu'il ne s'accentue pas davantage. » Fin de la citation. Son mandat, peut-il le confirmer? Parce qu'elle le dit à tout le monde, c'est d'aller chercher 1 milliard de dollars dans la santé. Peut-il le confirmer, oui ou non? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, c'est assez spécial d'entendre le chef du Parti libéral qui était là quand le gouvernement libéral a fait des coupes sauvages dans le réseau de la santé, de venir nous reprocher de respecter le budget. Madame la Présidente, tout le monde va comprendre, si on vous donne demain matin un budget de 10 $ pour l'année, puis que dans la première moitié de l'année, vous dépensez tout le 10 $ ou vous dépensez plus que 5 $, bien effectivement, dans la deuxième moitié, il faut se serrer la ceinture. Ça s'appelle de la bonne gestion. Sur l'année 24-25, il y a une augmentation des budgets. Maintenant, le réseau doit respecter ses budgets. Deuxième complémentaire. Mais Madame la Présidente, le réseau n'a pas le bon exemple avec le gouvernement. Quand il est arrivé en place avec 7 milliards de surplus et que là, il a creusé un trou déficitaire de 11 milliards, 18 milliards qu'on n'a pas senti passer, 10 000 fonctionnaires de plus également de l'État qu'on n'a pas senti passer dans la qualité des services. Ces coupures, parce qu'on parle de coupures de 1 milliard de dollars, font en sorte que le 7 novembre, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal ne pourvoit pas les postes vacants, remplace pas les congés de maladie, puis augmente la pression sur le personnel en place. C'est ça, ces coupures. La réponse du premier ministre.
Bien, Madame la présidente, le chef de l'opposition officielle est un peu dur à suivre. Et il nous dit presque dans la même phrase, le déficit est trop gros à 7 milliards, mais il faudrait dépenser plus en santé. Essayez de réconcilier ça, Madame la présidente. Tout ce qu'on demande aux responsables du réseau de la santé, c'est de respecter leur budget. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres partis, il n'est pas question d'augmenter les impôts et les taxes des Québécois. Ils payent assez, donc on doit respecter les budgets. Troisième complémentaire. Alors, de partout, Madame la présidente, à cause de cette mauvaise gestion-là de la CAQ, partout, on voit des postes affichés être retirés. On en voit, entre autres, 240 postes retirés de l'affichage au CIUS de Laval, préposés aux bénéficiaires, entretien, agents d'intervention, infirmières spécialisées, inhalothérapeutes. Des centaines de postes partout au Québec qui ne sont plus affichés et dont les administrateurs disent, les administratrices, ça va venir affecter à la baisse l'accès aux soins de santé. C'est ça le résultat de sa mauvaise gestion, Madame la présidente, et qu'il l'assume. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, je demande au chef de l'opposition officielle d'être un peu patient, mais je l'invite à faire un petit exercice jeudi, de regarder les prévisions. Il va voir que le budget 24-25 en santé est plus élevé que le budget de 23-24, puis le budget prévu pour 25-26 est plus élevé que celui de 24-25. Donc, Madame la présidente, on augmente les budgets, mais c'est important de les respecter, ces budgets-là. Ça s'appelle de la bonne gestion. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Ce qui est de plus en plus évident, là, c'est que le réseau de la santé, c'est devenu un monstre à deux têtes. D'un côté, on a un ministre élu qui reçoit 60 milliards de l'argent des contribuables québécois. De l'autre, les Top Guns, nommés par le ministre, qui ont le mandat de faire fonctionner le réseau. Le problème, Madame la présidente, c'est que les deux têtes disent deux affaires complètement différentes. Depuis des mois, le ministre nous répète que Santé Québec va être un employeur de choix. Qu'à cela ne tienne, Santé Québec nous dit 1400 employés vont devoir abandonner une de leurs deux jobs dans le réseau, qui vont devoir choisir entre leur job à temps plein au 6 de Laval et les 2 soirs semaine qu'ils consacrent à Sainte-Justine. Ces employés-là, voici ce qui va se passer, Madame la présidente, ces employés-là, pour compenser leurs revenus perdus à l'employeur de choix du ministre, ils vont prendre une job à l'extérieur du réseau. Puis pendant ce temps-là, leurs ex-collègues vont être pognés pour faire du temps supplémentaire obligatoire. Alors, est-ce que le ministre peut ramener Santé Québec à l'ordre, s'il vous plaît? La réponse du ministre de la Santé. Madame la présidente, je suis très content d'avoir cette question-là ce matin parce que j'aimerais rétablir les faits. Il faut comprendre que ce qui s'est passé au cours des derniers mois, c'est la fusion de tous les établissements, des CIS, des instituts, etc., pour 350 000 employés. 350 000 employés. Ce qui va arriver le 1er décembre, c'est qu'il y a environ 1 300 employés. 1 300 employés qui, en ce moment, parce qu'il y avait plus que 40 heures par semaine dans 2 emplois, ne répondent pas aux normes du travail. Les normes du travail exigent un maximum de 40 heures du même employeur. On a fusionné tous les employeurs ensemble. Alors, soyons très clairs. Ce que j'ai demandé à Santé Québec, de faire la meilleure transition possible. Est-ce que c'est des heures supplémentaires qu'on peut donner à ces gens-là pour qu'ils puissent garder leurs 12 emplois pendant une certaine transition? On va tout faire. Moi, ce matin, j'étais en conversation avec les gens de Santé Québec. On a 2 objectifs. Garder nos employés qui veulent travailler. S'il y en a qui peuvent cumuler 2 emplois, ils pourront le faire. On va trouver toutes les méthodes pour être capable de faire la meilleure transition pour le 1er décembre. Merci beaucoup. Première complémentaire. Ouais, dans les faits, par exemple, ces gens-là se sont fait donner jusqu'à jeudi pour décider quel job ils gardaient. Et je vous le dis, Madame la présidente, le ministre dit une chose, Santé Québec dit et fait une autre chose. Le ministre nous dit les services ne seront pas affectés par les coupures, comme le premier ministre. Qu'à cela ne tienne, Santé Québec suspend des affichages pour des postes d'infirmières, de préposés, d'inhalothérapeutes, puis repousse des projets de soins directs comme la dialyse. Est-ce que le ministre peut reconnaître qu'annuler des affichages pour des infirmières, là, ça ne rattrape pas des listes de chirurgie? La réponse du ministre. La présidente, je vois que j'ai répondu à la première question. Je vais répondre à la deuxième. Puis ici, j'ai un tableau très intéressant. Il est peut-être petit, mais le tableau il est disponible sur le site web de québec.ca. Quand j'ai fait la présentation de la mise à jour du plan santé, Madame la présidente, il y a exactement 10 jours, j'ai expliqué toutes les mesures que nous avons faites depuis le début du plan santé. Il y a une 50aine de mesures. Et à chaque fois, je vous donne des exemples, là, Madame la présidente, puis je les lis derrière moi. Là.
On a augmenté le personnel de 17 000 emplois. On a baissé la main-d'œuvre indépendante. On a baissé le TSO de 60 %. On a engagé des nouveaux médecins. On a travaillé avec les données. On a travaillé avec des programmes TI et j'en passe. Madame la Présidente, savez-vous ce qu'on fait pour Santé Québec? C'est leur donner des outils pour mieux gérer le réseau de la santé. C'est ça qu'on fait, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Je vous le dis, Madame la Présidente, le ministre dit une chose, Santé Québec fait une autre affaire. Le ministre continue de répéter sur toutes les tribunes que Santé Québec, c'est de la décentralisation. Mais sa PDG, dans sa tournée d'entrevue cette semaine, elle dit « Santé Québec peut maintenant prendre les pratiques à un endroit et les étendre à la grandeur du réseau. » Madame la Présidente, dans quel monde imposer des pratiques mur à mur envers et contre les équipes locales, c'est de la décentralisation? La réponse du ministre. Vous savez, Madame la Présidente, le député Pontiac, que j'apprécie beaucoup, j'ai corrigé un peu la situation avec ma dernière déclaration l'autre fois. C'est vrai que je l'apprécie beaucoup. Il était assez gentil de me dire que ce qui avait été déclaré la semaine passée n'était pas acceptable et je l'apprécie qu'il me l'ait souligné. Je l'apprécie beaucoup. Maintenant, Madame la Présidente, quand on a fait le PL15, on l'a fait ensemble. On a fait un grand principe. Il y a un des articles qui dit que c'est le principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi, ça, Madame la Présidente? Ça veut dire qu'on veut avoir la décision juste sur le terrain pour s'assurer qu'on tient compte des disparités régionales, locales et de tout ça. Madame la Présidente, c'est pas du up and down, c'est du bottom-up qu'on va faire pour s'assurer que le réseau il est bien géré. Merci beaucoup. En question principale, je reconnais à nouveau le député de Pontiac. Je vous le dis, Madame la Présidente, le monstre de la santé dit une chose et son contraire. Le ministre présente une grande stratégie de prévention. Il nous parle d'obésité, de tabagisme, de lutte à l'alcoolisme. La semaine suivante, la PDG de Santé Québec, dans sa tournée d'entrevue, affirme, et je cite, « Dans les derniers mois, il y avait beaucoup d'éparpillement dans le réseau. On a fait beaucoup de choses au détriment des missions prioritaires. On doit vraiment s'assurer de livrer sur l'essence du réseau. » Et elle parlait, Madame la Présidente, de l'urgence de la première ligne et de la chirurgie uniquement. Non seulement c'est tout un constat sur le bilan du ministre et de son éparpillement, mais c'est aussi très clair qu'on a l'intention à Santé Québec de ne plus faire ces choses au détriment des missions prioritaires. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui va être mis de côté par Santé Québec? Le plan de prévention, la lutte à l'obésité, les soins à domicile, les services à l'itinérance? Est-ce qu'il peut nous éclairer sur les réels plans de Santé Québec? La réponse du ministre de la Santé. Encore une fois, on dirait, comme on dit dans mon jargon, c'est une belle passe à la palette. Parce qu'il y a quelques semaines, quand j'ai présenté le plan santé, tout à l'heure, j'ai parlé comment on a travaillé sur les fondations. Là, ici, c'est toutes les mesures d'accès, Madame la Présidente, que l'on a faites depuis 2 ans, je vous les nomme. D'être capable de travailler, entre autres, sur les DMS. Ça, c'est la durée moyenne de séjour. On a réussi à baiser 2 années de suite, Madame la Présidente. On a réussi aussi à clarifier ce qui se passait avec la prise en charge, parce que notre priorité, c'est les P1 et les P2, et les P3, P4, P5, on va les transférer au GMF pour qu'il y ait plus de patients qui soient vus par les GMF. Madame la Présidente, je pense que si les gens prennent le temps d'aller voir ce qu'on a fait jusqu'à maintenant au cours des 2 dernières années, on est exactement où on voulait être aujourd'hui et la gestion du changement va continuer, Madame la Présidente. Et si les gens ont des questions, ils peuvent aller voir sur notre site Web. Vous avez le détail de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de tout ce qui nous reste à faire avec la collaboration de Santé Québec. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, des exemples comme ça, là, on en a des tonnes. Le ministère a des cibles précises pour les délais ambulanciers, pour les temps d'attente aux urgences, pour le soutien à domicile, mais la PDG de Santé Québec, dans sa tournée d'entrevue cette semaine, nous dit « Je veux attendre au mois de mars avant d'avoir des cibles. » Alors, est-ce que les cibles du ministre sont encore bonnes ou est-ce qu'il les abandonne comme il l'a fait pour des chirurgies ou est-ce qu'on doit attendre au mois de mars avant d'avoir des cibles pour le réseau de la santé, pour le 60 milliards d'argent que les contribuables québécois lui donnent chaque année? La réponse du ministre. Le député, là, encore une fois, je l'apprécie beaucoup. C'est difficile un petit peu à suivre parce qu'il y a plusieurs questions à l'intérieur de la même déclaration. Moi, ce que je dirais aux Québécois, Madame la Présidente, c'est qu'on s'est fait un plan d'une transformation d'un réseau qui est très complexe. On a dit, il y a 10 jours, quand je l'ai présenté, 48 des 50 mesures qu'on avait identifiées il y a plus que 2 ans sont soit réalisées ou sont en cours. Je pense qu'on suit un plan de match qui est très rigoureux. C'est un réseau qui est difficile à transformer, mais je le dis, avec l'arrivée de Santé Québec et de l'équipe très compétente qui est en place,
vous le dis, Madame la Présidente, les sceptiques seront confondus. Merci beaucoup. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, on a plusieurs questions parce que le ministre et sa PDG ont l'air d'être à 1000 lieues l'un de l'autre. C'est clair que le ministre, là, il met tous ses œufs dans le panier de Santé Québec. Mais il n'a pas réussi à nous expliquer en quoi Santé Québec va faire mieux que lui a réussi à faire pendant ses 6 premières années. Alors, à défaut de ça, est-ce qu'on peut avoir au moins une vision claire? Parce que d'avoir deux têtes dirigeantes avec deux visions différentes, c'est pas gagnant pour les Québécois et les Québécoises. La réponse du ministre. J'avais le goût de ressortir mes tableaux, mais peut-être que le député de Pontiac ne veut pas les voir, Madame la Présidente. J'ai expliqué clairement que des 50 mesures qu'on a identifiées, Madame la Présidente, il y a 2 ans, il y a 48 de ces mesures-là qui sont soit réalisées ou en cours. Qu'est-ce qu'on fait pour Santé Québec? Santé Québec, c'est une de ces 50 mesures-là. Qu'est-ce qu'on a fait sur la TSO? Qu'est-ce qu'on a fait sur la main-d'œuvre indépendante? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'engagement de nouveaux médecins? Il y a une liste de 50 choses qu'on avait faites et on est tout en train de les faire. Qu'est-ce qui va arriver? Tout ça va converger en 2025, comme on l'avait prévu, avec l'équipe de Santé Québec, avec un ministère qui va se concentrer sur les orientations et les Québécois vont voir la différence, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Madame la Présidente, je ne vous apprendrai rien en disant que les résidences privées pour aînés sont en crise au Québec. 575 fermetures depuis le 31 mars 2019 et ça continue, au rythme d'une fermeture aux 3,7 jours. En janvier dernier, la ministre a annoncé en réaction un programme d'allocation personnalisée de 200 millions sur 5 ans. Or, on apprenait samedi dernier que le programme n'aide que 125 résidents en RPA sur les 2100 promis. C'est une somme annuelle de 3,3 millions au lieu des 40 millions annuels promis. C'est à peine 8 des sommes. On est loin de la note de passage. La CAQ nous a habitués à des projets mal ficelés. C'en est un autre exemple malheureux. La ministre pense-t-elle toujours que son programme fonctionne? La réponse de la ministre responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais rappeler à ma collègue de Lapinière que nous sommes le premier gouvernement à avoir autant investi dans les RPA au Québec. Les RPA, c'est un modèle qui s'est développé il y a plus d'une vingtaine d'années et qui s'est développé à toute fin pratique de façon parallèle au système de santé. Depuis notre arrivée en 2018, un ensemble de mesures et d'investissements ont été mis en place pour soutenir les RPA. Les RPA, c'est le réseau privé et c'est notre gouvernement qui soutient le réseau privé pour s'assurer que les personnes âgées qui y demeurent puissent y vivre le plus longtemps possible. J'aimerais rappeler à ma collègue que nous avons mis en place des mesures pour les aider à payer le salaire des employés, des programmes d'achat de services, des programmes pour l'installation des gicleurs, pour la modernisation de leurs infrastructures, des programmes pour les aider à payer leurs primes d'assurance parce que les assurances ont augmenté de façon importante. Ma collègue arrive puis elle regarde un programme parmi la dizaine de programmes qu'on a mis en place au niveau des RPA. Eh bien oui, nous avons la note de passage avec les RPA et nous allons continuer, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, clairement, la ministre a annoncé un programme qui ne fonctionne pas. 200 millions dorment dans les coffres. 2 autres RPA vont fermer cette semaine au rythme actuel. L'exécution du programme est devenue chaotique. Les petites RPA ne peuvent pas survivre dans ce contexte, notamment en région. On assiste à une destruction de leur modèle d'affaires. Ce programme devait freiner les fermetures. C'est un fiasco. La ministre va-t-elle rajuster le tir? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je suis très présente dans l'ensemble des régions du Québec et je vais visiter les petites RPA comme les grandes RPA. Et ce programme-là visait essentiellement à financer des petites RPA de 30 unités et moins pour des personnes âgées qui sont en très lourde perte d'autonomie. Le programme n'est pas mauvais en soi, mais dans les petites RPA, avec les années, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de personnes ayant une très lourde perte d'autonomie. Cela explique pourquoi il y a une centaine de personnes qui peuvent bénéficier, Madame la Présidente, de ce programme.
Et nous allons continuer. Et je pense que c'est important de mentionner que nous avons aussi un programme pour les achats de services. Complémentaire. Madame la Présidente, c'est gênant. La ministre perd ses partenaires les uns après les autres. Pendant ce temps-là, des aînés perdent leur domicile en RPA, les soins ne se donnent pas. Où iront ces aînés dont le profil nécessite des soins importants? Il y a déjà près de 3 700 qui font la file pour une place en CHSLD. Les ressources intermédiaires sont prises à la gorge. Qu'attend-elle pour assumer ses responsabilités? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, on a un ensemble de programmes pour soutenir nos aînés au Québec. Et je suis présente auprès des différents groupes aînés. Et nous travaillons pour améliorer nos services dans tous les domaines. Pas seulement les RPA, Madame la Présidente, mais aussi les maisons des aînés. Hier, c'était ma 33e inauguration de maison des aînés au Québec, Madame la Présidente. Et donc, ça répond aussi aux besoins de nos aînés. Nous sommes en train de conventionner des CHSLD privés. Nous sommes à plus de 20 CHSLD privés qui sont aujourd'hui conventionnés. Alors, c'est un ensemble de gestes concrets, Madame la Présidente. Nous sommes à des années-lumière du Parti libéral au moment où ils étaient à la tête. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. La mise à jour économique s'en vient cette semaine. Alors moi, j'aimerais mettre le premier ministre à jour sur la situation économique des Québécois qui appellent à l'aide quotidiennement. Il y a 1 million de personnes dans les banques alimentaires au Québec. Il y a bien du monde là-dedans que c'est du monde qui travaille à temps plein, qui travaille fort, mais jamais assez fort pour remplir leur frigo. Il y a 1 élève sur 5 qui a faim à l'école. Ça, c'est autant d'enfants qui ne sont pas capables de se concentrer sur autre chose que leur ventre qui gargouille. L'Observatoire des tout-petits sonnait l'alarme la semaine passée. L'insécurité alimentaire frappe maintenant 1 famille sur 5 avec un tout-petit à la maison. Ça, là, c'est des mamans qui allaitent leur bébé sans manger elles-mêmes à leur faim. C'est là qu'on est rendu au Québec. Madame la Présidente, j'ai un dernier chiffre, mais celui-là, il donne espoir. Il y a 2 Québécois, 2 Québécoises sur 3 qui sont d'accord avec notre proposition pour nourrir nos enfants dans nos écoles comme ça se fait à peu près partout dans le monde. Dans la mise à jour économique du premier ministre, est-ce qu'il y aura enfin des bonnes nouvelles pour les enfants qui ont faim dans nos écoles? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on est tous touchés, effectivement, quand on entend des histoires d'enfants qui n'ont pas mangé à leur faim, qui se retrouvent à l'école dans une situation qui n'est pas acceptable. C'est pour ça, Madame la Présidente, que quand on regarde les banques alimentaires, on a augmenté les budgets de 150 millions. Pour ce qui est de l'aide alimentaire dans les écoles, on a doublé le budget. Donc, Madame la Présidente, on a fait des efforts aussi. On a augmenté l'aide sociale pour les personnes qui n'ont pas de contraintes, c'est-à-dire qui ont des contraintes à l'emploi, de 50 %. Il n'y a pas un gouvernement qui en a fait autant. On a doublé l'aide aux organismes communautaires. Donc, Madame la Présidente, on aide. Évidemment, il y a des personnes actuellement qui sont sans emploi, sans qualification, entre autres les demandeurs d'asile qui viennent dans les banques alimentaires. On calcule juste à l'aide sociale que ça nous coûte 500 millions par année juste pour aider les demandeurs d'asile. Donc, Madame la Présidente, il y a des efforts qui sont faits. On a aussi, pour la classe moyenne, baissé les impôts. On va continuer d'aider les familles québécoises. Première complémentaire. Depuis la première année du mandat du premier ministre, il y a, à chaque année, de plus en plus de gens dans les banques alimentaires, autrement dit, de plus en plus de gens qui ont de la misère à manger, puis la proportion de travailleurs, de travailleuses augmente. Donc, le plan du premier ministre ne fonctionne pas. Nous, on a une solution. Elle est sérieuse,
elle est pragmatique, elle est appliquée dans tellement de pays dans le monde, elle est appliquée dans nos propres CPE. Est-ce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles jeudi pour les familles qui ont faim? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, partout dans le monde, il y a eu une augmentation à l'épicerie, les loyers. Mais quand on se compare, Madame la Présidente, on voit que le revenu moyen des familles québécoises, après inflation, après impôt, a augmenté 2 fois plus vite au Québec que dans le reste du Canada. C'est une moyenne. C'est vrai qu'il y a des gens qui en ont besoin. Qu'est-ce que propose Québec solidaire? 780 millions par année pour donner des repas à tout le monde, même aux enfants des familles riches. Nous, on essaie de se concentrer sur ceux qui ont des besoins. Deuxième complémentaire. Le premier ministre nous reproche de vouloir nourrir tous nos enfants dans nos écoles, y compris ceux de la classe moyenne. On est fiers de vouloir nourrir tous les enfants dans nos écoles, y compris ceux de la classe moyenne. D'ailleurs, dans nos CPE, ça fonctionne très bien. Question très simple pour le premier ministre. Est-ce qu'il trouve ça injuste que les enfants de familles riches dans les CPE aient un repas le midi? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, depuis que je suis en poste, une de mes grandes fiertés, c'est qu'on a augmenté le budget de l'éducation de 55 %. Calculez ça, là. 55 % en 6 ans. Ça s'est jamais vu au Québec. On a ajouté des orthophonistes, on a ajouté des aides à la classe, on a ajouté toutes sortes d'aides, entre autres pour les enfants qu'on appelle EHDA, qui ont des difficultés d'apprentissage, qui représentent à peu près 25 % des élèves. Mais on n'est pas d'accord avec Québec solidaire de dire 780 millions, là, on enlève ça à l'éducation, puis on donne ça pour nourrir les enfants des familles riches. On n'est pas d'accord avec ça. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Le couperet est tombé. Parmi tous les projets visant la création de places additionnelles en halte chaleur cet hiver à Montréal, on apprend que 50 places seront laissées de côté faute de financement. Il manque près d'1 million de dollars pour permettre à ces 50 personnes de plus de passer l'hiver au chaud chaque nuit. Les organismes communautaires sur le terrain, à bout de bras, ont fait l'impossible pour en faire encore davantage. Pour eux, c'était un geste essentiel pour améliorer la cohabitation sociale dans nos quartiers et pour assurer un minimum de dignité aux gens de la rue. Mais voilà qu'on les abandonne le 19 novembre, alors que les grands froids sont à nos portes. Madame la Présidente, devant les besoins criants, devant les risques de cohésion sociale dans nos quartiers, devant la crise nationale de l'itinérance qu'on vit, est-ce que le ministre va au moins bonifier l'enveloppe des mesures hivernales pour qu'aucun projet ne soit écarté à Montréal cet hiver? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour sa question. Ça va me permettre encore une fois de rappeler toutes les mesures qu'on a faites pour l'itinérance. Les refuges 24/7, 12 mois par année. On a doublé le nombre de places de refuges à travers Montréal. On a créé des refuges partout à travers le Québec, Madame la Présidente. On a également, on s'est assuré d'avoir une trajectoire qui est disponible partout. Et malheureusement, il reste encore des besoins au niveau des haltes chaleurs. Mais maintenant, moi, l'information que j'ai eue du CIUS, c'est que tous les projets qui étaient en accord avec l'appel d'offres qui a été fait ont été financés, Madame la Présidente. Je ne crois pas qu'il y ait d'enjeu budgétaire, puisque je travaille encore avec la Ville de Montréal et le CIUS pour déployer un refuge 25 places pour l'itinéraire et pour le Gordon également, qui cherche à se relocaliser. Donc, Madame la Présidente, on croit sincèrement que ce n'est pas un enjeu budgétaire, mais c'est vraiment un enjeu de projet d'halte chaleur pour ajouter des places pour des mesures hivernales encore nécessaires. Mais je n'arrête pas, Madame la Présidente. Je travaille avec mon collègue au niveau fédéral pour faire débloquer des sommes additionnelles pour que s'il y a d'autres projets que ceux de halte chaleur, on puisse venir ajouter des places à Montréal et ailleurs au Québec. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre nous parle de projets qui ne correspondent pas à tous les critères, mais c'est peut-être parce que les organismes n'ont eu que quelques jours pour s'organiser. Si on pose la question aux gens de la rue, là, de faire le choix entre une place au chaud qui ne correspond pas à 100 % des critères, ou bien tout simplement de passer la nuit dehors cet hiver, je pense que la réponse sera unanime, Madame la Présidente. Si des ajustements doivent être faits, qu'ils le soient,
mais le ministre va-t-il ajouter le million manquant? La réponse du ministre. Mais encore là, on a une mésentente parce qu'il n'y a pas de millions manquants. Est-ce qu'on doit trouver des places additionnelles, Madame la Présidente? On va en ajouter 118. Et en plus, on développe d'autres projets. Je le répète, beaucoup des gens qui sont en campement ne veulent pas aller en refuge. On a développé un plan pour l'itinérance et la santé mentale, que je suis d'ailleurs allé présenter dans le comté de sa collègue à Saint-Marie-Saint-Jacques, pour justement permettre à des personnes qui ne vont pas dans les refuges d'avoir de l'accompagnement vers l'hébergement, du soutien en santé mentale dans les différents refuges. Et ça, on parle de 200 places qui seraient disponibles, Madame la Présidente, pour la prochaine année. Donc, on travaille sur des projets innovants pour s'assurer que toutes les personnes en situation d'itinérance puissent trouver un toit cet hiver. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est vrai que l'enveloppe initiale a été légèrement bonifiée. J'en remercie le ministre, tant mieux. Mais n'empêche, faute de moyens, les gens de la rue vont se priver de 50 places au chaud cet hiver. Ces derniers vont passer la nuit dehors. Même dans les scénarios les plus optimistes, il manquera des centaines de places en hébergement d'urgence cet hiver à Montréal. On ne peut pas se permettre de refuser des projets. Je redemande au ministre, va-t-il au minimum bonifier l'enveloppe pour ajouter ces 50 places? La réponse du ministre. Mais Madame la Présidente, il reste de l'enveloppe, donc il n'y a pas d'enveloppe à bonifier. Ce qu'il faut développer vraiment, c'est des projets qui vont nous permettre de sortir ces gens de la rue, la plupart ayant, par exemple, des problèmes de santé mentale. On en parlait encore ce matin de gens qui se présentaient des problèmes de comportement style accumulation compulsive. Bien, nous, on a trouvé un organisme qui s'appelle Diogène, qui travaille avec ces gens-là et qui vont les aider à se prendre en charge, avoir du soutien au niveau de leur santé mentale et trouver des appartements dans la communauté, Madame la Présidente. On leur a offert 100 places additionnelles pour des problèmes de santé mentale plus légers. On a également une centaine de places additionnelles. Madame la Présidente, on travaille très fort pour aider nos personnes en situation d'itinérance. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le gouvernement de la CAQ a annoncé la semaine dernière qu'il avait coupé dans 8 programmes d'aide et de soutien aux PME québécoises, et ce pour sauver 455 millions de dollars. Pour ce gouvernement, quand il est question de PME, qui représentent pourtant 99 % des entreprises au Québec, toutes les occasions sont bonnes pour couper. Mais par contre, quand on parle de multinationales étrangères, là, le chéquier est grand ouvert et on n'hésite pas à peser très, très fort sur le crayon. 3 milliards pour Nordvolt, sans aucune garantie, ça, il n'y a pas de problème. Madame la Présidente, sous un gouvernement du Parti québécois, il y aura un recentrage de l'État québécois vers les PME québécoises. Notre priorité, ça va être de grossir les entreprises québécoises. Sous un gouvernement du Parti québécois, ça va être plus de couche-tard, plus de cascades et moins de Nordvolt. Et c'est ça la différence entre la CAQ et le PQ. Ce gouvernement mise d'abord sur les multinationales étrangères, quitte à couper le soutien aux PME québécoises, alors que nous, on va d'abord miser sur notre monde, nos entreprises, et ce, dans toutes les régions du Québec. S'il vous plaît, la réponse du premier ministre. On écoute le premier ministre. Madame la Présidente, ce que vient de dire le chef du troisième groupe d'opposition ne tient pas debout. Il manque d'informations. D'abord, les PME québécoises, depuis qu'on est au pouvoir, le nombre d'interventions auprès des PME québécoises a augmenté de 42 %, pas de 4 %, de 42 %. Et Madame la Présidente, il y a plein d'entreprises québécoises qu'on a aidées. Je vous donne des exemples. Kraft Nordic, Garda, on a aidé Premier Tech, on a aidé Pharmascience, on a aidé plein d'entreprises québécoises. Mais, Madame la Présidente, ce qui est important aussi, il ne faut pas être contre d'attirer des entreprises comme Alcan, des grandes entreprises qui vont créer des emplois payants au Québec. Et ce qui est important aussi, c'est de regarder la moyenne au bâton. Puis la moyenne au bâton depuis 6 ans, c'est que jamais, en 20 ans, l'économie du Québec a fait aussi bien qu'actuellement. Jamais, en 20 ans, on a battu pendant 6 ans l'Ontario puis le reste du Canada. Je suis très fier de ça. Vous connaissez le règlement, pas de bravo. Première complémentaire. Présidente, le premier ministre nomme des entreprises qu'on a aidées, mais tout ça pour éluder
le fait qu'on est en train de couper dans le soutien aux PME. Et on l'avait dit, je cite l'ancien ministre de l'Économie, on l'avait interpellé en disant « Si vous donnez beaucoup à des multinationales étrangères, ça va avoir un impact sur le soutien aux entreprises québécoises. » Il nous avait dit à l'époque, et je le cite, « Ce n'est pas parce qu'on met 1,3 milliard de support à Nordvolt en partie remboursable qu'on n'est pas capable de faire les PME en même temps. Notre niveau d'intervention dans les PME ne changera pas. » Réponse du premier ministre. Madame la Présidente, c'est pas exact ce que le chef vient de dire. Je m'excuse, là, mais c'est absolument pas exact. D'abord, pourquoi les programmes ont été arrêtés? Parce qu'on est victime de notre succès. On avait augmenté le budget chez Investissement Québec et le budget est parti avec des PME québécoises plus rapidement qu'on pensait. Donc, il faut respecter le budget. Et je le répète, Madame la Présidente, depuis 6 ans, jamais on a eu une croissance économique par habitant qui est aussi bonne que ce qu'on a eu depuis 6 ans. Même chose pour les travailleurs. Les salaires ont augmenté plus vite ici au Québec. C'est ça qu'on veut. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, on est en train de couper dans 8 programmes de soutien aux PME. La CAQ a mis tous ses œufs dans le même panier et ce panier a des trous vraisemblablement. Et c'est ça le problème de la CAQ. Elle priorise des entreprises multinationales étrangères parce que ça permet de couper des rubans devant les caméras. Le PQ, le Parti québécois, va prioriser les PME québécoises. On est devant 2 visions très, très différentes ici. La réponse, s'il vous plaît. J'aimerais entendre la réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je m'excuse, là, mais va falloir que le Parti québécois change son équipe de recherchistes. On n'a jamais autant aidé les PME québécoises qu'actuellement. C'est une priorité pour moi de développer les sièges sociaux québécois, mais il ne faut pas être contre attirer des entreprises qui viennent de l'extérieur. Il faut être capable d'avoir un équilibre. Il ne faut pas être fermé comme le chef du PQ. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Les mesures d'austérité de la CAQ mettent en danger la mission de l'enseignement collégial au Québec. Je cite, « C'est l'avenir même de l'accessibilité à l'enseignement supérieur qui est en péril, et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Ce sont les cégeps eux-mêmes, les présidents des conseils d'administration qui sonnent l'alarme dans une lettre coup de poing adressée au premier ministre et à la ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui. Les cégeps enregistrent cette année la plus forte hausse d'inscription depuis 25 ans, la plus forte hausse. Comment la CAQ réagit? Il gèle les embauches, il coupe dans les infrastructures au pire moment possible. On nous dit « Ah, c'est pas grave, on coupe, mais ça ne va pas couper dans les services aux étudiants. » Madame la Présidente, c'était la même ligne au Parti libéral il y a 10 ans et on sait ce que ça a donné. Qu'est-ce que la ministre de l'Enseignement supérieur répond au cégep qui sonne l'alarme? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis merci beaucoup pour cette question qui est pertinente, évidemment, dans le contexte actuel. Alors, je vais le répéter, jamais un gouvernement n'a autant investi en enseignement supérieur et plus précisément dans le réseau collégial. Ça a toujours été l'enfant pauvre des gouvernements précédents, le réseau collégial, alors qu'on a vraiment misé beaucoup sur le réseau collégial, non seulement dans les budgets qui ont augmenté dans tout le réseau depuis 2018, autour de 30 %, mais dans le réseau collégial aussi en termes d'infrastructures, en termes d'heures rémunérées. Ça a augmenté au cours des dernières années, au cours même des 4 dernières années. Les heures rémunérées ont augmenté substantiellement parce qu'on avait des programmes comme le PARES, on avait des programmes comme le PASME, donc pour la persévérance scolaire, pour la santé mentale. Il y a eu plusieurs embauches qui ont été faites de personnel, que ce soit de personnel en soutien aux étudiants ou que ce soit du personnel de cadre. Alors maintenant, c'est clair qu'on doit respecter les budgets, mais jamais les budgets ont été aussi importants et on continue de travailler avec chacun des cégeps. Chacun des cégeps a été contacté au cours des derniers mois. Moi-même, j'ai parlé avec de nombreux DG des 48 cégeps au cours des derniers mois pour m'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art. Merci. Madame la Présidente, jamais les besoins n'ont été aussi importants au Québec. La plus grande hausse d'inscription depuis 25 ans. Depuis la rentrée, il y a des cégeps qui n'achètent plus de livres pour leur bibliothèque. Il y en a qui se demandent comment ils vont faire pour réparer les salles de bain quand elles brisent. Et là, la CAQ en rajoute une couche et empêche d'embaucher du personnel
Il y a une mise à jour économique qui s'en vient. Est-ce que la ministre va avoir des nouvelles de réinvestissement dans le milieu collégial pour s'assurer qu'au moins on assure les bases du réseau collégial et qu'on ne mette pas en péril sa mission? La réponse de la ministre. Vous avez raison, Monsieur le député, jamais les besoins ont été aussi importants, mais justement, jamais on a autant investi parce que le rattrapage est extrêmement important. Le rattrapage, ce mot-là, pour moi, est un mot-clé parce que ça fait des années qu'on n'avait pas investi ni en infrastructure, d'abord notamment, principalement en infrastructure, on n'avait jamais investi. Il y a un rattrapage énorme, tout arrive en même temps. Ce réseau collégial a été bâti au même moment. On a de nombreux projets, on a un taux de réalisation qui est extrêmement important, ce qui est une bonne nouvelle, mais il faut quand même que je puisse respecter les enveloppes qu'on nous alloue. Quand les projets doublent, triplent, quadruplent de prix, de coûts, à un moment donné, il faut revoir ces projets-là puis de s'assurer que ça puisse rentrer dans le budget du PQI et dans mes mesures budgétaires également. Merci, Madame la Présidente. Je vous rappelle que vous adressez à la Présidente. Deuxième complémentaire. La marge de manœuvre financière du gouvernement, c'est une décision politique. C'est une décision politique. C'est vous qui décidez combien il y a des revenus qui rentrent dans les coffres de l'État en fonction des décisions politiques que vous prenez. Et avec les décisions politiques que vous avez prises, vous mettez en péril les missions des cégeps. Allez-vous assurer le minimum? Allez-vous assurer... Est-ce que... Excusez-moi, je sais. Oui, vous vous adressez à la Présidente. C'est bon pour la ministre, c'est bon pour vous. Madame la Présidente, est-ce que la ministre peut s'engager à assurer la base? On lui demande... On sait que peut-être elle va dire « Ah, j'en ai fait plus qu'avant ». On ne demande pas de savoir si elle en a fait plus qu'avant. On veut la base. La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On assure tous les services actuellement, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de programme, que ce soit en termes de PQI pour les infrastructures. On a fait la tournée des 48 cégeps justement pour être capable d'avoir exactement leur planification, chose qu'on n'avait pas avant parce qu'il n'y en avait pas de processus il y a quelques années. On est arrivé, on a mis des processus en place. Ces processus-là, on est en train de les parfaire parce qu'ils sont perfectibles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les budgets sont là, autant dans le PQI que les mesures budgétaires. Tout est là. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut que les cégeps respectent ces enveloppes-là. On ne peut pas se permettre de dépasser en heures rémunérées. Puis ce qu'on avait comme projection, c'est qu'on allait les dépasser. Donc, à un moment donné, il faut revenir aux enveloppes qu'on a. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas là. L'argent est là. Les services sont rendus aux étudiants et on va continuer de travailler avec chacun des 48 question principale. Je reconnais maintenant le député de Pontiac. Oui, merci, Madame la Présidente. Je veux revenir sur les explications du premier ministre quant au fonctionnement des budgets des établissements de santé. Le premier ministre nous a dit tantôt, vous savez, c'est comme quand on vous donne 10 $ puis on vous dit, vous avez toute l'année pour le dépenser. Si vous le dépensez tout au début, bien, c'est un peu de votre faute. Puis on vous demande de respecter votre budget. Le problème avec ça, c'est que le ministre de la Santé, la présidente du Conseil du Trésor, ont dit aux établissements de santé qu'ils pouvaient dépenser au-delà de leur budget. Ils leur ont dit tout ce qui compte sur la main-d'œuvre indépendante ne sera pas calculé. À preuve, le 6 du Bas-Saint-Laurent nous a dit, jusqu'à hier, avait une directive. Ah, bien, vous savez, vous pouvez excéder. Mais hier, ils se sont fait dire, vous savez quoi? C'est pas 8 millions que vous avez à couper, c'est 34 millions que vous avez à couper de votre budget. Wow. Alors moi, je veux bien, Madame la Présidente, là, qu'on nous dise, ah, il faut respecter notre budget. Mais quand on change la directive en cours de route comme ça, le 18 novembre, comment voulez-vous qu'il le fasse sans affecter les services à la population? La réponse... Madame la Présidente, je vais répondre très clairement au député de Pontiac. Lorsqu'on a fait une mesure, tout à l'heure, j'ai parlé de 50 mesures. Je vous en donne une. La réduction de la main-d'œuvre indépendante. OK? Lorsqu'on a fait ce programme-là, on a dit sur 3 ans, il faut sauver 2 millions d'heures qui sont données à la main-d'œuvre indépendante. Savez-vous, Madame la Présidente, depuis moins d'1 an, on a sauvé pour l'équivalent de 1 milliard d'argent qui était payé à la main-d'œuvre indépendante. Ce qu'on dit maintenant à nos gestionnaires, avec ces économies, vous êtes capable de replacer l'argent pour respecter votre budget. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, Madame la Présidente? C'est que nous, on a donné les moyens, à cause des actions qu'on a mises en place dans les dernières années, on a donné des outils de gestion à nos gestionnaires pour qu'ils soient capables de réaliser leur budget grâce aux mesures qui ont été mises en place. La MOI, c'est un bon exemple et il y en a plein d'autres. On va continuer à travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup. En question principale, je reconnais maintenant le chef de l'opposition officielle.
Alors, Madame la Présidente, là, on va entendre le premier ministre là-dessus. Quand on parle de la malgestion caquiste des finances publiques, qui sont arrivés avec des surplus budgétaires de 7 milliards de dollars, qui nous ont creusé un déficit historique de 11 milliards de dollars, et que les services ont diminué en accessibilité et en qualité, ça, c'est un fait. Et celles et ceux qui doivent en répondre, c'est le premier ministre et les ministres qui sont en poste dans leur 7e année. Les Québécoises et Québécois, par dizaines de milliers, sur des listes d'attente, notamment des listes d'attente pour chirurgie, des listes d'attente de plus d'1 an, où les cibles sont mouvantes. Au fur et à mesure que le temps passe, le gouvernement avance dans le temps, mais les cibles reculent et ne sont jamais atteintes. Et dans un contexte où, à cause de ces gaspillages nombreux, on est rendu avec un déficit historique, il ne sait plus quoi faire et change les règles du jeu. Que répond le premier ministre quand il entend un fait de la vie, que le 18 novembre, le 6 s'est fait dire c'est plus 8 millions, c'est 34 millions. Peut-il imaginer une seule fois qu'ils ne couperont pas les services? Voyons donc. Voilà. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'invite le chef d'opposition officielle à parler au député de Pontiac. Il l'a bien dit tantôt, il y avait un budget spécifique pour la main-d'œuvre indépendante. Or, Madame la Présidente, depuis le début de l'année, le ministère de la Santé a réussi à couper le budget de la main-d'œuvre indépendante de 60 60 Donc, la main-d'œuvre indépendante, dans le temps du Parti libéral, ça coûtait 2 milliards par année. Là, on va être à moins d'1 milliard. Donc, Madame la Présidente, c'est de la bonne gestion. C'est de la bonne gestion. Comment le Parti libéral, qui a scrappé le réseau de la santé en faisant des coupures sauvages, peut-il nous reprocher d'avoir coupé 60 de la main-d'œuvre indépendante, c'est-à-dire des agences privées? Québec solidaire devrait applaudir, d'ailleurs. Hein? Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.